Le président Gustavo Petro de Colombie est un chef de file du trafic de drogue, qui encourage fortement la production massive de stupéfiants dans de grandes et petites exploitations à travers toute la Colombie. Petro, il vaudrait mieux fermer immédiatement ces champs de la mort, sinon les États-Unis s'en chargeront à sa place. Et cela ne se fera pas gentiment. Quand Trump a publié cela sur Truth Social, c'était la dernière étape de sa querelle avec le président colombien après la révocation du visa de Petro par les États-Unis, et que Petro ait comparé Trump à Hitler et accusé Washington de meurtre. Cependant, cette querelle dépasse une simple rivalité entre deux dirigeants mondiaux. Cela reflète les tensions croissantes entre Washington et les gouvernements sud-américains, notamment la Colombie et le Venezuela, dues à la stratégie antidrogue agressive de l'administration Trump. L'administration a récemment déclaré les États-Unis en guerre contre les cartels de la drogue, les qualifiant d'Al-Qaïda de l'hémisphère occidental, et a mobilisé des moyens militaires dans les Caraïbes pour intercepter un navire suspect. Depuis septembre, la marine a mené 7 frappes, tuant au moins 32 personnes. La plupart des frappes ont visé des cartels de drogue vénézuéliens, mais la plus récente a ciblé un navire lié à l'Armée de Libération Nationale, groupe de guérilla colombiens considéré comme terroriste par Washington. Pour Washington, ces frappes furent un succès, Trump affirmant que chacune a sauvé au moins 25 000 vies américaines. Cependant, la Colombie et le Venezuela ont une autre vision. Ils voient ces frappes comme une atteinte à leur souveraineté et, pour le Venezuela, comme une tentative de changement de régime. Une conviction qui s'est renforcée après que le New York Times a rapporté que Trump avait autorisé la CIA à mener des actions secrètes dans le pays. Au-delà de Bogota et Caracas, d'autres pays d'Amérique latine suivent avec inquiétude les actions de Washington. Un diplomate latino-américain aux États-Unis a confié à El País « Il y a une crainte sur qui sera le prochain, mais aussi la confiance que les pays proches de Washington seront épargnés, même si, avec cette administration, rien n'est au certain. » Fin de citation. Les propos du diplomate illustrent le malaise latino-américain face à la rhétorique de l'administration, qui fait craindre un retour aux interventions américaines fréquentes. Une époque définie par la doctrine Monroe. Énoncée en 1823 par James Monroe, 5e président des États-Unis, la doctrine Monroe affirme que les États-Unis s'opposent à toute intervention étrangère dans les Amériques, qu'ils considèrent comme leur sphère d'influence. Toute tentative d'intervention pourrait être considérée comme un acte hostile envers les intérêts de l'Amérique. À l'époque où cette politique a été élaborée, l'Amérique n'était pas une puissance mondiale et laissait l'application de la doctrine aux Britanniques, qui disposaient d'une marine plus puissante et considéraient cela comme un exemple d'alignement fortuit entre la politique américaine et britannique, qu'ils utilisaient pour imposer leur propre politique de Pax Britannica. De plus, la principale préoccupation de la région était que l'Espagne tente de réaffirmer son contrôle sur d'anciennes colonies qui avaient obtenu leur indépendance. Le monde a beaucoup changé depuis 1823. Aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance militaire mondiale. La marine britannique est dans un état que l'on peut, par charité, qualifier de déclin. Les pays d'Amérique latine sont maintenant souverains avec leurs propres politiques et relations internationales. Et du point de vue de Washington, les menaces auxquelles est confronté l'hémisphère ont évolué, passant du colonialisme européen au trafic de drogue, à la migration et à l'influence de l'Iran, de la Chine et de la Russie. De même, la politique a évolué, passant d'une déclaration d'opposition américaine à la colonisation à la justification d'une politique étrangère plus interventionniste. Ce changement a été principalement provoqué par le président Teddy Roosevelt. Il a ajouté la corollaire Roosevelt, affirmant que les États-Unis pouvaient exercer un pouvoir de police internationale si les pays d'Amérique latine montraient, je cite, « des méfaits chroniques ou une incapacité menant à un relâchement des liens de la société civilisée. » L'impact de cette réinterprétation serait surtout visible au XXe siècle, lorsque les États-Unis s'en serviraient pour justifier de nombreuses invasions, interventions et changements de régime par la CIA. Cela commence à sembler étrangement familier, n'est-ce pas ? La doctrine est tombée en disgrâce vers la fin du XXe siècle, mais elle a de nouveau attiré l'attention à cause de la première administration Trump. Dans son livre « Ne jamais céder un pouce, se battre pour l'Amérique que j'aime », l'ex-secrétaire d'État Mike Pompeo invoque la doctrine Monroe pour justifier les actions de l'administration au Venezuela. Pour citer, en plus de ruiner l'économie vénézuélienne, les régimes de Chavez et Maduro ont renforcé les liens avec les adversaires américains. L'Iran a utilisé le Venezuela pour transférer des métaux et minéraux vers son programme nucléaire. La Chine a investi 67 milliards de $ dans le pays. La Russie est la principale source d'armement de l'armée vénézuélienne.
Sous Trump, nous ne pouvions tolérer qu'un pays à 1400 miles de la Floride accueille Russie, Chine, Iran, Cuba et les cartels, violant la doctrine Monroe du XXIe siècle. Nous avons conclu que si le problème vénézuélien n'était pas traité, il s'aggraverait et aurait de terribles conséquences sécuritaires pour le peuple américain et notre hémisphère. Bien que Mike Pompeo ne fasse pas partie de l'administration Trump actuelle, cette approche façonne la politique étrangère de l'administration, comme le montre la prochaine stratégie de défense nationale qui valorise davantage l'hémisphère occidental. Dans les capitales latino-américaines, les échos sont indéniables. Comme les administrations précédentes utilisaient la doctrine Monroe et la menace communiste contre des gouvernements impopulaires, l'administration Trump a transformé la lutte anti-drogue, la sécurité des frontières et l'opposition aux adversaires étrangers en prétexte pour des actions militaires, des opérations de la CIA et la coercition économique dans la région. Outre ce qui a été dit sur le Venezuela en Colombie, l'administration Trump a aussi visé le Mexique, le Panama et le Brésil. Au Mexique, la crise la crise de la drogue et de l'immigration a servi à justifier l'envoi de drones MQ-9 Reaper par la CIA, la militarisation de la frontière et la désignation des cartels comme terroristes. Au Panama, Trump a menacé de reprendre le canal pour limiter la Chine, et le président panaméen dit que l'ambassade américaine menace d'annuler des visas. Au Brésil, l'administration a accru la pression avant la visite du président Xi Jinping. Plusieurs responsables américains s'opposant à une possible adhésion du Brésil à l'initiative La Ceinture et la Route. Tandis que l'administration Trump poursuit sa version de la doctrine Monroe, demandons-nous si cela fonctionne. Comme souvent en géopolitique, il n'existe pas de réponse simple. L'administration Trump a remporté plusieurs grandes victoires grâce à cette stratégie. La principale victoire est sans doute la baisse des immigrants sud-américains aux États-Unis, une promesse phare de Trump. Washington pourrait aussi rappeler que le Mexique a envoyé 10 000 soldats de plus pour surveiller la frontière. Au Panama, le président José Ramolino a annoncé la fin de la participation du pays à l'initiative La Ceinture et la Route. Le Panama augmenterait également sa coopération avec les États-Unis sur la question de la migration en offrant le Panama comme point de transit pour les migrants expulsés pendant qu'ils attendent de retourner dans leur pays d'origine. La plus grande victoire de Trump au Panama pourrait être un accord où Sepraka Hutchinson, société de Hong Kong exploitant des ports près du canal, vendrait ses activités à un consortium mené par BlackRock, ramenant ainsi le canal sous contrôle américain. Et cet accord a rendu Pékin, en un mot, furieux. En outre, la Chine recule aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Au Mexique, BYD, constructeur chinois de véhicules électriques, a annulé la construction d'une usine. Le projet aurait pu produire jusqu'à 150 000 voitures par an, générant des millions de dollars pour Pékin. En Équateur, la société chinoise Terra Earth Resources a annulé 4 projets après que le gouvernement du président Noboa a décidé de suspendre les activités d'exploration et d'exploitation en raison du non-respect des réglementations environnementales. Sur le front de la drogue, Nahatouzi, correspondante principale aux affaires étrangères pour Politico, écrit, et nous la citons ici, que Trump mérite d'être reconnu pour avoir attiré davantage l'attention sur les cartels, leur portée transnationale et la triste dépendance des Américains au fentanyl et à d'autres drogues, ainsi que sur la manière dont des adversaires des États-Unis comme la Chine sont impliqués. Fin de citation. Plusieurs experts qu'elle a interrogés ont aussi salué la décision de Trump de qualifier les cartels d'organisations terroristes, car cela a offert plus d'outils juridiques aux forces de l'ordre et à l'armée pour lutter contre les cartels et leurs affiliés. Cependant, les victoires s'arrêtent là. Presque tous les interlocuteurs de Tusi ont dit que les pressions de Trump n'élimineront ni ne réduiront la menace des cartels, un analyste à Washington jugeant l'approche agressive mais non innovante. Les experts estimaient donc que les actions de Trump pouvaient renforcer les cartels plutôt que les affaiblir, comme avec les tarifs douaniers. Même si ces mesures viseront à pousser le Mexique à lutter contre les cartels et l'immigration illégale, elles risquent simplement d'affaiblir son économie, poussant certains à voir les cartels ou l'émigration vers l'Amérique comme des options malgré les difficultés. En Colombie, après une dispute avec Petro, Trump a menacé de nouveaux droits de douane et de suspendre les subventions américaines. À l'heure actuelle, cela n'est pas encore arrivé, mais si cela se produisait, ce serait catastrophique pour la Colombie, qui a déjà perdu une part importante de ses fonds après la réduction de l'aide américaine sous l'administration Trump. Au fil des années, la majorité de l'aide américaine à la Colombie a été consacrée à la lutte contre le trafic de drogue et au soutien des initiatives des forces de l'ordre.
Des financements supplémentaires sont consacrés à des programmes de développement et à une aide économique visant à élargir la base économique de la Colombie. Réduire davantage compliquerait l'atteinte des objectifs de développement rural de Bogota, qui pourraient en proposer des alternatives économiques licites face à la hausse de la production de coca. Elizabeth Dickinson, analyste principale pour la Colombie à l'International Crisis Group, a déclaré « Si les États-Unis voulaient vraiment lutter contre le trafic de drogue, ils ne devraient pas se mettre à dos la seule armée de la région capable de combattre les trafiquants. C'est illogique. » Fin de citation. La stratégie de l'administration rencontre aussi d'importants défis nationaux, souvent créés par lui-même. Tandis que Washington combat les cartels à l'étranger, il a fortement diminué les fonds pour le traitement de la dépendance. L'administration a aussi renvoyé des chercheurs qui, depuis 50 ans, suivaient la consommation de drogue des Américains et recueillaient des données jugées essentielles par de nombreux professionnels de la dépendance. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont signalé que les décès par overdose ont atteint leur plus bas niveau depuis juin 2020 grâce à un meilleur accès au traitement et à la naloxone selon les experts. Au-delà de la guerre contre la drogue, le président Trump pourrait également ne pas parvenir à atteindre l'un de ses objectifs principaux, évincer Maduro. Après que les craintes initiales concernant la possibilité d'un coup d'État se sont dissipées, le gouvernement Maduro semble s'être préparé à une bataille d'usure avec l'administration Trump. Un homme d'affaires, au fait de la pensée du gouvernement Maduro, a déclaré au Wall Street Journal que le régime cherchait désormais à mettre Trump au défi. Selon lui, ils penseront que les États-Unis n'agiront pas contre lui. Je partage cet avis. Les États-Unis ont essayé de les diviser, mais le résultat, c'est qu'on les a rapprochés. Ils sont bien plus proches en ce moment qu'ils ne l'ont jamais été. Tim Weiner, auteur lauréat du prix Pulitzer spécialisé sur la CIA, partage ce point de vue. Il compare la capacité de Maduro à survivre face aux efforts américains pour le renverser à celle de Fidel Castro, dirigeant historique de Cuba. Ceci pourrait illustrer un cas où la doctrine Monroe se confronte à la complexité de la souveraineté nationale et des intérêts concurrents. Un dirigeant autoritaire ayant réprimé la dissidence, rallié l'armée et obtenu assez de soutien étranger pour résister à la pression américaine. Surtout si Washington n'est pas prêt à investir pleinement dans une campagne longue et difficile, suivie d'une reconstruction encore plus longue et coûteuse. Cela ne signifie pas que Washington n'a plus d'options. Comme nous l'avons souligné dans notre dernière vidéo sur le Venezuela, l'administration pourrait choisir d'utiliser des frappes aériennes limitées pour créer les conditions nécessaires afin que le peuple vénézuélien puisse évincer Maduro. Si cela échoue, il reste toujours les négociations. En politique étrangère, on se perd facilement dans des théories comme la doctrine Monroe ou des débats sur la survie de Maduro face aux tentatives de Washington pour le renverser. Et c'est compréhensible. Les auteurs et les hommes politiques ont fait carrière en présentant la géopolitique comme un jeu d'échecs à enjeux élevés, où le destin des nations dépend d'une seule personne prenant la bonne décision au bon moment. C'est pourquoi The Diplomat est l'une des séries les plus regardées sur Netflix en ce moment. Je la regardais hier soir. Nous avons cherché à faire carrière en mettant en avant le côté humain de la géopolitique, montrant que chaque décision impacte non seulement les pays, mais aussi leurs habitants. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur l'attaque du bateau, mentionné en introduction, visant un navire de 4 hommes liés au groupe rebelle colombien Armée de Libération Nationale. Pour la première fois depuis le début de l'attaque, il y a eu 2 survivants, un Équatorien et un Colombien. Plutôt que de les poursuivre, l'administration Trump a préféré les rapatrier pour qu'ils soient détenus et jugés dans leur pays d'origine, soulevant une question majeure parmi les observateurs locaux. Si l'administration avait assez de preuves pour bombarder leurs navires, pourquoi ne pas les utiliser pour engager des poursuites ? La question est devenue plus importante lorsque le gouvernement équatorien a libéré leurs survivants, affirmant ne pas avoir trouvé de preuves de crime. Le survivant colombien est arrivé avec un traumatisme crânien, sous sédation, sous médication et assisté d'un ventilateur, selon le ministre de l'Intérieur. Maintenant, nous ne disons pas que ces hommes étaient secrètement pieux, des anges respectueux des lois qui passaient leur temps libre à sauver des chiots orphelins et à distribuer des bonbons aux enfants du quartier. Ils étaient peut-être des trafiquants, et l'administration Trump avait peut-être assez de preuves pour justifier une frappe contre le bateau. Ce que nous disons, cependant, c'est que de telles frappes existent dans une zone grise compliquée qui rend difficile pour les survivants ou les familles des victimes d'obtenir justice s'ils sont réellement innocents. Et pour les personnes restées dans les villages sud-américains près de la côte, il y a un sentiment écrasant de peur d'être les prochains.
Un habitant a déclaré à l'agence France Presse : « Sommes-nous en Afghanistan ? En Israël, dans des endroits comme ça ou quoi ? C'est les Caraïbes, mon frère. Paix et amour. Merci de regarder. »